Cette année, lors de notre projet scientifique en équipe, nous nous sommes intéressés à des matériaux aux propriétés mécaniques intéressantes, les métamatériaux non réciproques. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, ça veut dire quoi métamatériaux et ça veut dire quoi non réciproque? Alors tout d'abord, il faut savoir que la plupart des matériaux vérifient le théorème de réciprocité. Ça veut dire que quand on applique une force FA sur ce point A, on obtient un déplacement UAB au point B, et que quand on applique la même valeur de force au point B, eh bien on obtient la même valeur de déplacement au point A. Et bien un matériau, il est non réciproque quand il ne vérifie pas le théorème de réciprocité. C'est une propriété qui a été observée par des chercheurs qui travaillent aux Pays-Bas, notamment Corentin Coulet, sur des matériaux non symétriques, en particulier lorsque ces matériaux étaient des métamatériaux. Pour faire un métamatériau, il faut designer une cellule de base et la répéter encore et encore et encore. On a d'abord voulu vérifier la non-réciprocité sur un matériau simple comme celui-ci, puis étudier l'influence de différents paramètres. L'idée c'était de prendre un métamatériau avec une cellule de base non symétrique et de tirer dans les deux sens, puis de comparer le déplacement des différentes cellules en fonction du sens dans lequel on tirait. On a donc mis en place une expérience qui consistait à attacher notre métamatériau sur un support, puis à lui appliquer une force connue à l'aide de poids et d'une poulie. Une caméra fixée au support permet de prendre des photos au fur et à mesure. On traite ensuite ces photos avec ImageJ pour récupérer le déplacement de chaque cellule. En effet, si on regarde un peu plus attentivement le matériau, on voit que quand on applique une force dans ce sens, on tire directement sur les fibres, alors que quand on applique une force dans l'autre sens, on fait d'abord pivoter les fibres avant de leur imposer un effort de traction. C'est ce qui explique que l'on observe deux régimes dans un sens et pas dans l'autre. Ensuite, on a voulu savoir si le nombre total de cellules du métamatériau avait une influence sur ce phénomène. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a continué à regarder le déplacement de la deuxième cellule en fonction de la masse, mais en changeant le nombre total de cellules. Ici, on voit bien que la forme de la courbe ne change pas avec le nombre des cellules, mais que globalement, plus il y a de cellules, moins la seconde se déplace. Par contre, on a obtenu un résultat un peu plus surprenant dans le sens fibre, à savoir que la pente semble diminuer clairement entre un matériau où il y a 4 cellules et un matériau où il y a 5 cellules. Et ça, sur le coup, on n'a pas vraiment su l'expliquer. Du coup, on a voulu en savoir un peu plus sur ce matériau, et on a utilisé un modèle théorique. On a modélisé notre matériau par un système de ressorts, et on est arrivé à un système de n équations à n inconnues, n étant le nombre de cellules. Seulement, pour être tout à fait honnête, ce système, on n'avait pas très envie de le résoudre à la main. On a fait une première simulation numérique avec MATLAB, et on a observé un bon accord entre la théorie et la pratique dans le sens des fibres. Le problème, c'est d'une part que ça collait moins bien dans le sens inverse, et d'autre part que le calcul était déjà tellement long avec 5 cellules qu'on pouvait difficilement passer à 6. On a donc décidé d'essayer avec Python, mais là aussi, ça n'a pas marché dans le sens inverse des fibres. Par contre, on a pu calculer le déplacement pour un plus grand nombre de cellules dans le sens des fibres. Ici, on voit que l'accord entre l'expérience et la théorie est bon pour une force donnée, peu importe le nombre de cellules. Là, on voit qu'à un nombre fixé de cellules, l'accord entre l'expérience et la modélisation reste bon quand on change la force. Avec ce programme, on a pu étudier ce qu'il se passait quand on mettait beaucoup plus de cellules. Par exemple, pour une force donnée et pour 20 cellules, on a pu calculer le déplacement de chacune des 20 cellules. Ici, on voit que le déplacement des cellules a un profil exponentiel. On a donc fité la courbe et on a pu en déduire une longueur caractéristique d'atténuation ou distance de relaxation. Cette longueur représente le nombre total de cellules à partir duquel il n'y a plus de déplacement significatif quand on applique une force au bout. On a recommencé avec d'autres valeurs de force et du nombre total de cellules. Ce que l'on voit sur ce graphique, c'est que quand ce nombre augmente, il va y avoir un peu plus de cellules qui vont bouger de façon significative à l'extrémité où on applique la force. Mais cela n'est vrai que jusqu'à un certain point, la distance de relaxation tend vers 5 cellules quand le nombre de cellules tend vers l'infini. C'est un résultat intéressant si on veut utiliser ce type de matériau pour des applications plus tard. En effet, cela signifie que pour un métamatériau donné, on pourra observer l'effet non réciproque sur un plus grand nombre de cellules si on augmente le nombre total de cellules. Cependant, au bout d'un certain temps, ça ne fait plus de différence d'en rajouter encore. Cette limite pourrait même être calculée pour différentes formes si besoin. Et justement, maintenant qu'on avait bien compris comment fonctionnait notre premier matériau et l'influence du nombre de cellules sur le déplacement, on a voulu essayer de fabriquer d'autres formes de métamatériaux non réciproques. On s'est mis en tête d'identifier les critères qui font qu'on observe bien la non-réciprocité pour un matériau. Alors déjà, il faut pas que ça soit symétrique. On a essayé avec un matériau oxyétique, et même s'il a un coefficient de Poisson négatif, il se comporte tout à fait de façon réciproque s'il est symétrique. Ensuite, on a voulu essayer avec d'autres formes, mais en fait, dessiner un truc pas symétrique et répétable, eh bien, c'est pas si simple. Alors on a fait des triangles. Mais là, il y a eu un autre souci, c'est que cette forme-là transmettait tellement mal la contrainte qu'on pouvait pas mesurer le déplacement. Ça se voit bien là sur la photo. Alors on s'est posé, on a réfléchi, et on a fini par trouver une forme non symétrique de cellules qui transmettait bien la contrainte. Et là, ça a marché! En résumé, on a vérifié que ce métamatériau a un comportement non symétrique, et on a étudié l'influence du nombre de cellules. Ensuite, on a fait un modèle théorique, et on a résolu les équations numériquement.
L'accord entre l'expérience et la théorie est bon pour le sens fibre, mais ça ne converge pas bien dans l'autre sens. Enfin, on a vu que pour être non réciproque en statique, un métamatériau doit être non symétrique, mais doit aussi bien transmettre les contraintes. Et là, la fin de l'année approchait et il a bien fallu s'arrêter. Mais on avait encore plein d'idées pour continuer à étudier ce phénomène. Par exemple, on pourrait analyser mathématiquement le système d'équations pour essayer de comprendre pourquoi la résolution numérique ne fonctionne que dans un seul sens. Ça permettrait de modéliser correctement le matériau dans les deux sens. Ensuite, on pourrait essayer de réaliser des métamatériaux non réciproques à 3 dimensions à l'aide d'une imprimante 3D. C'est une étape importante pour passer à d'éventuelles applications. On pourrait par exemple utiliser ce type de matériau pour ne transmettre un déplacement que dans un seul sens, ou pour tout un tas d'autres applications qu'il reste encore à découvrir.